Dans ce deuxième exercice bonus, on va considérer une mesure qui est construite à partir des masses de Dirac qu'on a introduites à l'exercice 4. Donc, on prend une suite de réels positifs, AN, donc pour tout n, AN est un réel positif, et on définit l'application qui mange un élément de P de n, donc A c'est un sous-ensemble de n, et qui renvoie la somme des AN delta n de A, donc vous vous rappelez, ça c'est le truc qui est égal à 0 si n appartient à A, et qui est égal à 1 qui est égal à 0 si n n'appartient pas à A, pardon, et qui est égal à 1 si n appartient à A. Donc ça, en fait, on peut le voir aussi comme la somme pour n appartenant à A des AN. C'est une autre façon de l'écrire. Et on va montrer que ce truc-là est une mesure positive. On va montrer de plus que c'est une mesure, on dit sigma fini. On va rappeler ce que ça veut dire. Et on va voir à quelles conditions ça nous donne une mesure finie. Donc la première chose à regarder, encore une fois, c'est que pour tout A, pour tout n, et pour tout A, delta n de A, ça nous donne soit 0, soit 1. Donc la somme des AN delta n de A, ça va nous donner une somme de réels positifs. Donc ça, c'est dans R+. C'est un réel positif fois soit 0, soit 1. Donc ça appartient bien à 0, l'infini. Donc a priori, ça nous définit bien un truc qui a une chance d'être une mesure, ça nous définit bien une application qui va de l'attribut P de n sur les entiers naturels dans 0 plus l'infini fermé. Comment on montre que c'est une mesure? Donc le premier point, c'est montrons que mu est une mesure. Excellente question, Jamy. Du coup, mettez pause et essayez de le faire vous-même. Et maintenant, on est reparti. Je vais vous montrer pourquoi c'est une mesure. Donc, la première chose à vérifier, comme toujours, c'est que mu de l'ensemble vide, ça fait 0. Or, pour tout n dans n n'appartient pas à l'ensemble vide, hein, ça c'est le cas de beaucoup de monde. Donc, delta n de vide, par définition de la mesure de Dirac, ça fait 0. Et donc, ça c'est vrai pour tout n, la somme des AN fois delta n de vide, donc c'est AN fois 0, ça fait 0 et on fait ça, on somme ça sur tous les n, ça fait bien 0. Et lui, c'est mu de vide, donc on a bien mu de vide égale 0. Deuxième chose, je prends AN, une suite disjointe, donc cette fois c'est pas n'importe quel tribut, c'est l'attribut des parties de n. Et donc je prends une suite disjointe là-dedans, et je veux vérifier la sigma additivité de mu. Pour ça, il faut donc que je calcule mu de l'union des AN. Donc allons-y, mu de l'union des AN, c'est la somme pour tous les A. Je ne vais pas appeler ça AN parce que AN c'est déjà le nom que j'ai donné à cet indice-là. Autant pour moi. En fait, c'est une suite qui s'appelle AP. Et donc la mesure de l'union sur tous les P des AP, par définition, c'est la somme pour n dans n de AN delta n de l'union sur P des AP. Mais delta n, on a déjà montré que c'était une tribu, donc ça en fait c'est la somme pour n dans n de AN fois la somme pour P dans n de delta n de AP. Ok. Ça c'est toujours parce que delta n est une mesure. AN c'est un coefficient qui dépend pas de P, donc je peux le faire rentrer dans la somme, ce qui me donne la somme sur n de la somme sur P des AN delta n de grand AP. Et ça, à l'exercice 3 du TD3, dont je vous ai envoyé le corrigé, on a vu que ça, c'était égal à la somme qu'on pouvait intervertir l'ordre de sommation. Vu que eux, ce sont des éléments de R bar plus,
L'exercice 3 du TD3 nous permet d'affirmer que ça, c'est la somme sur P de la somme sur N des AN delta N de AP. Donc, je vous renvoie à l'exercice 3 du TD3. TD3. Pour la démonstration de cette inversion de l'ordre de sommation, c'est un peu prise de tête, mais ça marche bien. Or, la somme sur N des AN delta N de AP, c'est bien sûr mu de AP. Et donc on a bien que mu de l'union des AP, c'est la somme des mu de AP. Donc vous voyez, la démonstration marche. Si vous avez regardé l'exercice bonus 1 où on a fait la somme dénombrable, la somme d'une famille dénombrable de mesures, c'est exactement la même démonstration. Donc mu est sigma additive, et c'est une mesure sur NP de L. Avec ces 2 points, on a montré que mu est une mesure positive sur NP de L. On va montrer 2 autres propriétés là-dessus. Donc, la première chose qu'on va montrer, c'est qu'en fait, cette mesure mu est ce qu'on appelle sigma fini. Mu est une mesure sigma fini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Rappel. Allez, en violet, ça va être joli. Donc, si j'ai une mesure mu sur un ensemble mesurable oméga A, elle est sigma fini s'il existe une famille dénombrable, mettons En, d'éléments de l'attribut, tels que l'union des En, ce soit oméga tout entier. Donc en quelque sorte, les En, ils recouvrent tout oméga. Et pour tout N, mu de En est un nombre fini. Donc mu de N, ça ne me donne pas l'infini. Donc l'idée derrière les mesures sigma finies, c'est que c'est pas tout à fait des mesures finies, dans le sens où mu de oméga peut tout à fait être plus l'infini. Mais par contre, on peut découper oméga en une famille dénombrable d'éléments de l'attribut qui, eux, sont tous de mesures finies. Donc c'est ça qu'on appelle une mesure sigma finie. Je vous laisse vous convaincre que, par exemple, la mesure de Borel sur R, elle est sigma finie. Donc, exemple, essayez de faire ça. La mesure de Borel, celle que vous avez notée mu1, je crois, sur l'ensemble des boréliens de R, celle-là, elle est sigma finie. Et en fait, la mesure de Lebesgue que vous avez introduite comme la complétée de mu1 est aussi sigma finie. Donc ici, comme exemple, mais aussi comme exercice, essayez de l'écrire. Essayez de trouver la bonne famille de En dans les boréliens, qui sont tous de mesure finie, et telle que leur union fait R tout entier. Et donc ici, on a une mesure mu sur n p de n. Pourquoi est-elle sigma finie? Ben, dans n, c'est plus facile de le débiter en une famille dénombrable. On peut remarquer que n, on peut l'écrire comme une union dénombrable de singletons. N, c'est l'union pour P dans N de singleton P. Et mu de singleton P, c'est la somme pour N dans N, par définition de mu, de AN, delta N
de singleton P. Or, c'est qui delta n de singleton P? C'est le truc qui est égal à 1 si n est inclus dans singleton P, donc si n égale P, et 0 si n n'est pas dans le singleton P, autrement dit si n est différent de P. Donc en fait, ça c'est, peut-être que vous avez vu ces symboles-là, notamment en algèbre linéaire, delta NP, c'est comme ça qu'on note parfois la version, comme ça, discrète. On peut donc voir que la mesure de Dirac, c'est une sorte de version continue des symboles de Kronecker, si vous connaissez ça. Et du coup, le seul terme ici qui est non nul, c'est delta P de singleton P, donc en fait, dans ma somme, il y a juste AP. Et AP, c'est un réel, hein. Donc ça, c'est inférieur à plus l'infini. Donc on a bien écrit n comme une union dénombrable d'éléments de P de n, en l'occurrence, qui sont tous de mesure finie, donc mu et sigma fini. Remarquons enfin que mu est une mesure finie, si et seulement si mu de n est un nombre fini. Or, mu de n, c'est la somme des an delta n de grand N. Et delta n de grand N, bah, comme petit n est dans grand N, ça c'est égal à 1 pour tout n. Donc c'est la somme des an. Donc mu est une mesure finie si et seulement si an est le terme général d'une série convergente. Si la suite an est le terme général d'une série convergente, alors cette mesure est une mesure finie. Et un exemple, si on prend an, c'est lambda puissance n sur n factoriel exponentielle moins lambda, alors mu est une mesure de probabilité qu'on appelle parfois la distribution de Poisson. On pourrait aussi regarder des trucs finis en prenant AK par exemple, ce serait K parmi n, P puissance K, 1 moins P puissance n moins K, si K est inférieur ou égal à n, si K est un entier inférieur ou égal à n, et 0 si K est supérieur ou égal à n plus 1. Bah, du coup, ça, c'est nul à partir d'un certain rang, donc en particulier, ça va être une mesure finie. Et en fait, c'est aussi une mesure de proba qu'on appelle cette fois la distribution binomiale. Donc vous voyez qu'en choisissant les bons coefficients an à mettre devant vos Dirac, là vous pouvez récupérer la plupart des distributions de probabilité discrète que vous connaissez, et vous pouvez du coup les intégrer dans le cadre de la théorie de l'intégration et de la mesure. Et donc ça nous donne à nouveau un cadre particulièrement généraliste dans lequel travailler, ce qui est toujours agréable. Merci de votre attention.